Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. 1. Dans un état de droit, les risques psychosociaux au travail interrogent notre société. Du droit à la dignité de la personne au travail à la santé publique, la problématique de la santé physique et mentale au travail pose des enjeux multiples, humains, sociétaux, économiques, juridiques. 2. La prévention des risques psychosociaux s'inscrit dans l'histoire de la violence au travail connue depuis l'Antiquité, avec le commerce et l'usage de l'esclavage, jusqu'à l'époque contemporaine dans laquelle les organisations folles s'écartent des normes sociales par manque de sens moral, de bon sens, de raison ou de prudence, restant dans la tradition étymologique du mot travail. 3. Au travers d'une vision cynique, les risques psychosociaux pourraient alors être pensés comme le châtiment inhérent aux difformités de l'âme des salariés, aux esprits rebelles qui ne se soumettent pas aux liens d'allégeance auxquels ils ont librement consenti par l'apposition de leur signature au contrat de travail. La sélection naturelle poursuivrait ainsi son œuvre dans les transformations contemporaines successives du travail, qui ont réduit l'individu à une machine humaine, un objet de production, une variable d'ajustement. 4. Si le rapport funeste au travail a connu des justifications philosophiques, religieuses, juridiques, sociologiques ou économiques, la catharsis provoquée par les horreurs du XXe siècle a imposé une prise de conscience et la consécration progressive, mais néanmoins fragile, du respect de la dignité humaine comme norme fondamentale du droit positif et matrice des droits de l'homme, en conformité de laquelle s'apprécie la validité de leurs exercices. Cette évolution a renforcé et accéléré le progrès du rapport juridique de l'humain au travail, initié au XIXe siècle. 5. La dignité s'exprime par la reconnaissance d'un ensemble de droits dits droits fondamentaux, ou droits humains, rattachés à une personne en raison de sa qualité d'être humain et considérés en raison de leur importance comme s'imposant aux législateurs et au pouvoir réglementaire. La dérive industrielle et les conséquences, notamment psychologiques, d'une exploitation de la main-d'œuvre, devenue dans les temps modernes des cerveaux d'œuvre, au mépris de la dignité de la personne, des droits humains, civils et politiques, mais aussi sociaux, a ainsi imposé les droits fondamentaux dans la caractérisation d'un État démocratique moderne, par l'adoption et la ratification de traités protecteurs des droits de l'homme, contraignants et des apostrophes. Effet direct. C'est l'efficacité de ces droits, et non pas seulement leur ratification, qui distingue un État démocratique moderne d'un État despotique ou d'une société tribale. 6. La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, en jugeant que le simple fait de sentir humilié fait grief à l'article 3 de la Convention européenne, rappelle que les souffrances physiques et les souffrances psychologiques sont équivalentes et qu'elles emportent pareillement la responsabilité des États. L'effet conjugué du principe de la hiérarchie des normes et de l'obligation impérative et intangible que posent les droits humains, interroge en inscrivant ainsi l'étude de la prévention des risques psychosociaux au travail, dans les obligations positives des États à garantir efficacement le droit à la vie et à la santé au travail. Santé mentale, problématique de santé publique et risques psychosociaux au travail. 7. L'Organisation mondiale de la santé détermine comme droit fondamental de l'être humain le droit de jouir du meilleur état de santé possible, ce qui suppose un environnement sanitaire et social propice dans toutes les activités humaines dont le travail. Tel que défini par l'Organisation des Nations Unies, le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint dépend de la réalisation d'autres droits humains. Indissociables du droit à la santé, il constitue des déterminants de la santé parmi lesquels le droit à des conditions de travail décentes qui exercent une influence prépondérante sur la santé physique et mentale des travailleurs. 8. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Cette définition de la santé, inchangée depuis 1946, émane de l'Organisation mondiale de la santé. Transposée aux problématiques de santé au travail, elle induit que la santé au travail ne se résumait pas à des accidents du travail, infirmités temporaires ou définitives, ou à des maladies professionnelles. Cette précision permet de distinguer la reconnaissance des pathologies professionnelles du droit fondamental à la santé en tant que vecteur de bien-être physique, mental et social. La dimension mentale de la santé recouvre en effet
un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Les facteurs socio-économiques, au même titre que les facteurs biologiques ou environnementaux, ont donc des répercussions sur la santé mentale. De ce fait, le travail en tant que facteur socio-économique de premier ordre fait partie des déterminants de la santé mentale, et l'inquiétude de l'impact des conditions de travail sur la santé mentale monte, car l'ampleur des problématiques de santé mentale au travail fait peser une menace sur la santé publique. 9. La santé publique constitue une discipline ayant pour vocation l'amélioration de la santé de la population. Publié en 1920 pour Winslow, la santé publique se définit de la façon suivante. La science est l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et de promouvoir la santé, l'objet final étant de permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé. Deux éléments prépondérants en ressortent. D'une part, l'étude des déterminants de la santé, la science, et d'autre part, les actions visant à protéger la santé, l'art. Ces deux facettes de la santé publique se retrouvent aujourd'hui dans les obligations positives, à la charge des États. Reprise dans un premier temps par l'Organisation mondiale de la santé en 1952, cette définition a été remaniée en 2002 par l'organisation précitée, de la façon suivante. Ensemble des efforts réalisés par une société à travers d'abord ses institutions publiques, pour améliorer, promouvoir, protéger et restaurer la santé de la population grâce à une action collective. Elle accentue ainsi la responsabilité de l'action publique dans l'effectivité du droit fondamental à la santé face à toute menace sanitaire, dans une approche préventive. La santé publique se distingue ainsi de la médecine par l'accent mis sur la prévention, plutôt que sur le curatif. Elle exige une maîtrise des risques, ce qui implique d'abord l'identification de la nature du risque, soit la science de Winslow, et une amélioration de la santé collective grâce aux actions menées par la puissance publique, l'art pour Winslow. 10. Pour ce qui concerne le sujet de notre étude, une menace sanitaire a été identifiée, documentée, analysée, détaillée, sous toutes ses formes, par toutes les disciplines relevant de son champ, médecine, psychologie, sociologie, droit, histoire, ergonomie, philosophie, anthropologie, biologie, anthropologie, etc. Elle pèse sur la santé publique et est directement corrélée aux conditions de travail. La population exposée, les travailleurs, fait face à des conditions de travail délétères, source de risques d'atteinte à la santé globale, physique, mentale et sociale des individus. Cette menace, communément appelée « risques psychosociaux », est englobée dans les préoccupations de santé au travail, sans pour autant faire l'objet de dispositifs de protection spécifiques des individus exposés dans le cadre professionnel. L'ampleur du phénomène fait pourtant craindre une exposition massive, avec toutes les conséquences que les risques psychosociaux engendrent. 11. Les risques psychosociaux entrent-ils, pour autant, dans les problématiques de santé publique ? Bien que bon nombre d'articles rapprochent les risques psychosociaux d'une problématique de santé publique, il est légitime de se poser la question au regard de l'absence de réponse significative à la menace sanitaire d'une telle ampleur, de la part des autorités, au mépris de leurs obligations tirées de leurs engagements internationaux et du contrat social qui les engage envers la société et les individus qui la composent. 12. Selon Bauman et CAO, un problème de santé se définit par sa nature et représente l'écart entre un état de santé physique, mental, social constaté, observé, exprimé et un état de santé considéré comme souhaitable, attendu, défini par des références médicales élaborées par des experts, le législateur, etc., ou des normes sociales élaborées par des équipes, la société, etc. Le passage d'un problème de santé individuelle à une problématique de santé publique induit une approche collective. Il est déterminé en fonction de critères tels que la fréquence, la gravité, taux de mortalité, etc., l'importance accordée par la population, l'importance accordée par les professionnels, l'évolutivité, accroissement exponentiel, phénomène récent, les conséquences économiques, coût, nombre d'heures de travail perdues, etc., et social, nombre de handicapés, manque à gagner, etc., etc. Dès lors, il convient de déterminer si, au regard des critères énoncés, les risques psychosociaux sont susceptibles de rentrer dans la catégorie des problématiques de santé publique.
Les risques psychosociaux au travail, définition. 13. Les risques psychosociaux désignent une catégorie de risques professionnels qui inclut le stress, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, les violences et les discriminations. Souvent opposés aux risques physiques, leurs conséquences relèvent à la fois de risques pour la santé mentale, pour la santé physique et pour la santé sociale. Ils traduisent des atteintes à la dignité puis une dégradation des conditions de travail dont les répercussions s'expriment pour l'individu, en troubles musculo-squelettiques, maladies cardiovasculaires, maladies gastro-intestinales, dépression, burn-out, mal-être, souffrance, suicide, etc. Les risques psychosociaux s'inscrivent dans le paysage des défaillances organisationnelles volontaires ou involontaires des entreprises qui ne placent pas l'être humain au cœur de l'activité, ce qui est contraire à ses droits élémentaires. Lorsque les droits fondamentaux des travailleurs sont bafoués, le respect de l'être humain méprisé au profit de vils intérêts économiques, il emporte des conséquences sanitaires dramatiques, préoccupantes pour la santé publique et la santé économique du pays. 14. Le droit français ne définit pas les risques psychosociaux dans leur ensemble. Pour autant, il existe une multitude de définitions provenant d'autres disciplines. À l'origine, l'expression « risques psychosociaux au travail » est apparue dans la littérature scientifique des années 1960, en tant que champ de recherche autonome né de la fusion des recherches en sociologie et psychologie relatives à la santé psychologique au travail. L'énumération précédente des conséquences des risques psychosociaux montre qu'ils ne portent pas uniquement atteinte à la santé mentale, comme pourrait le laisser entendre leur dénomination, mais également à la santé physique. Si l'on considère qu'ils sont ainsi nommés parce qu'ils touchent d'abord à la psychologie des individus, il est à remarquer que les autres types de risques ne sont pas nommés en fonction de leurs impacts. On ne parle pas du risque physico-chimique ou carcino-amiante. Cela veut-il dire que l'expression désigne ainsi l'origine du problème? Le psychique des individus, comme le risque chimique désigne la chimie, avec comme corollaire de la lutte contre les risques psychosociaux la prévention des risques humains? L'être humain est-il le danger à prévenir pour les autres et pour lui-même au travail? La vision patronale répondrait certainement par l'affirmative, alors que la recherche scientifique a maintes fois pointé le rôle prépondérant de l'organisation dans les maux du travail. Toutefois, l'incarnation de l'organisation ne peut être qu'humaine et dans bien des cas d'entreprises notoirement pathogènes, la ligne managériale est en ordre de marche à pas forcés mais aussi parfois complice de l'organisation. 15. En 1984, la définition donnée par l'Organisation internationale du travail et l'Organisation mondiale de la santé semblait suivre le sens de la stigmatisation du travailleur. Les facteurs psychosociaux au travail se réfèrent aux interactions entre l'environnement de travail, le contenu du travail, les conditions organisationnelles et les capacités des travailleurs, leurs besoins, leur culture, leurs considérations personnelles qui peuvent, à travers les perceptions et expériences, influencer la santé, la performance au travail et la satisfaction professionnelle. Cette caractérisation positionne l'individu comme source principale de ses propres risques psychiques. Il n'aurait pas la bonne perception ou l'expérience nécessaire pour travailler en toute sécurité dans l'environnement et les conditions de travail proposées. 16. Le choix sémantique n'est pas neutre puisqu'il pose d'emblée une problématique erronée, en s'abstenant de nommer le véritable coupable. Couplé à la confusion entre les causes et les conséquences, accentué par le fait que le stress peut exprimer à la fois une cause et une conséquence, ce choix sémantique brouille les pistes. Toutefois, la littérature et la recherche scientifique ont aujourd'hui apporté un éclairage indiscutable sur la nature avérée de ces risques, leur origine profonde, l'organisation du travail. L'honnêteté intellectuelle déplace ainsi la dénomination fallacieuse de risques psychosociaux vers celle de risques socio-organisationnels, en tant que risque résultant de l'organisation du travail et touchant des groupes sociaux, ici les travailleurs. Définition communément retenue et définition proposée. 17. La définition communément retenue pour les risques psychosociaux va dans ce sens. Elle provient du rapport Golac, réalisé à la demande du ministre du Travail en 2008, risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Pour autant,
cette définition peut ne pas satisfaire complètement le juriste, dans la mesure où elle ne tient pas compte des définitions des 3 catégories de risques psychosociaux inscrits dans le droit positif: le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et la discrimination. Ces derniers font tous référence à une notion fondamentale, la dignité. En droit du travail, le respect de la dignité d'autrui commence par le respect de ses droits fondamentaux. Or, les relations contractuelles de l'emploi, qui caractérisent le travail subordonné, interfèrent à l'origine avec la norme fondamentale, car elles s'inscrivent dans un système socialisé de distribution des revenus, des droits et des protections, indexé, il faut le rappeler, sur un abandon de la liberté du travailleur sur l'organisation de son travail. Ainsi, dans la genèse des atteintes à la santé mentale, se distinguent une ou plusieurs atteintes aux droits et libertés de la personne au travail et par conséquent à sa dignité. Lorsque les droits de la personne ne sont pas respectés, que sa dignité est bafouée, les problématiques de santé au travail font alors leur apparition comme des signaux d'alerte. Les risques psychosociaux expriment en quelque sorte la réponse immunitaire de l'esprit et du corps contre l'atteinte à la dignité. De ce fait, ils pourraient être définis de la façon suivante: risque d'origine organisationnelle susceptible de mettre en péril les conditions de travail, la santé mentale, l'intégrité physique ou la dignité de la personne au travail. Par commodité, nous emploierons indifféremment dans la suite des travaux les expressions risques psychosociaux et risques socio-organisationnels pour évoquer les risques pour la santé physique et mentale provenant de l'organisation du travail. Les facteurs de risque psychosociaux au travail. 18. Le rapport Golac identifie 6 axes de facteurs de risque psychosociaux, c'est-à-dire les causes organisationnelles dans la vie de l'entreprise. Ils sont déclinés en 26 facteurs, susceptibles d'être à l'origine de dommages sur la santé physique, mentale et sociale. Les 6 principaux axes répertoriés sont les suivants: l'intensité du travail et au temps de travail, les exigences émotionnelles, l'autonomie, les rapports sociaux au travail, les conflits de valeurs et l'insécurité de la situation de travail. Chacun de ces facteurs de risque, individuellement ou collectivement, est susceptible d'être à l'origine de situations de stress, de harcèlement moral ou sexuel, de violence ou de discrimination. Lorsque la charge de travail est insurmontable, que les horaires de travail ne permettent pas une conciliation avec la vie privée, que le travail demande une maîtrise quasi constante des émotions, qu'il s'effectue en inadéquation avec ses valeurs, avec trop ou pas suffisamment d'autonomie et que les rapports sociaux se dégradent inéluctablement dans un tel contexte, auquel s'ajoute l'incertitude sur l'avenir professionnel, chacun peut réagir différemment. Certains travailleurs vont souffrir de pathologies liées au stress. D'autres, volontairement ou involontairement, vont avoir des agissements susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral. D'autres encore peuvent faire acte de violence physique ou psychologique. Cependant, dans le tableau noir dépeint ici, qui ne s'éloigne pas de la réalité de certaines situations de travail, si l'exposition à ces facteurs de risque peut s'exprimer de façon différente, toutes choses égales par ailleurs, tous sont victimes de risques psychosociaux et les conséquences sanitaires peuvent alors être désastreuses. La multiplicité des facteurs de risque pour un même danger, le travail et son organisation, mènent sur la piste d'un problème susceptible d'être qualifié de santé publique. Les risques psychosociaux au travail, l'ampleur du phénomène. 19. La France compte une population active de près de 30 millions de travailleurs. Les statistiques nationales relatives aux conditions de travail donnent un aperçu de la prévalence des risques psychosociaux dans les organisations. 39,5% des fonctionnaires et 30,54% des salariés déclarent avoir subi au moins un comportement hostile sur les 12 derniers mois, et 44,7% reçoivent des ordres contradictoires, ce qui les expose ainsi au risque de harcèlement moral. En ce qui concerne le stress au travail, 35,2% des salariés travaillent sous la pression d'au moins 3 contraintes de rythme. 40% ont une quantité de travail excessive. 65,3% des salariés et fonctionnaires déclarent devoir fréquemment interrompre une tâche pour une autre non prévue. 43,4% connaissent des situations de tension avec le public. 48,3% ont un rythme imposé par des délais à respecter en peu de temps. Une femme sur 5 est confrontée à une situation de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle.
34% des personnes en activité déclarent avoir fait l'objet d'une situation de discrimination au travail au cours des 5 dernières années. L'exposition aux maux de la désorganisation du travail n'est donc pas un phénomène isolé touchant quelques milliers de personnes. Même s'ils n'ont pas tous pour origine l'organisation du travail, cette dernière ne peut empêcher qu'une part importante des millions de travailleurs français encourent insidieusement des soucis de santé, de façon exponentielle. À titre comparatif, l'agence de biomédecine a été créée pour assurer la sécurité sanitaire d'environ 6000 personnes transplantées par an. L'envergure des répercussions des dommages sanitaires, d'origine socio-organisationnelle, pousse à considérer les risques psychosociaux comme un enjeu de santé publique et leur dimension s'accroît en comparaison avec les pays européens. Les risques psychosociaux au travail en France et en Europe, comparatifs. 20. Par comparaison avec nos voisins européens, les travailleurs français sont susceptibles d'être particulièrement vulnérables aux risques socio-organisationnels du fait de la place accordée au travail dans leur vie. À titre comparatif, les travailleurs danois ou britanniques sont 40% à répondre que le travail est très important contre 70% en France, se rapprochant ainsi des résultats des pays européens les plus pauvres comme la Roumanie ou la Pologne. Le sens et la valeur du travail, en tant que facteur de risque, auquel s'ajoutent les relations sociales, qui se distinguent d'autres pays européens par leur très mauvaise qualité, exposent davantage les travailleurs français aux troubles psychosociaux, car le travail représente pour eux un moyen de réalisation, d'épanouissement, de développement de soi et la dimension affective qui y est attachée est forte. Malheureusement, selon les statistiques de l'enquête européenne sur les conditions de travail, la situation de la France n'est pas particulièrement réjouissante. 21. En ce qui concerne les risques physiques, qui peuvent être également source de risques psychosociaux, par exemple le préjudice d'anxiété est reconnu pour les travailleurs ayant été exposés à l'amiante au cours de leur carrière professionnelle. Le pays se distingue par l'exposition de ses travailleurs aux risques professionnels liés aux postures, aux produits chimiques et aux ambiances de travail. Seules la Grèce, la Turquie, Chypre, la Macédoine, la Roumanie et l'Albanie obtiennent de plus mauvais résultats. 22. S'agissant des risques psychosociaux, 50% des travailleurs français disent devoir cacher leurs émotions au travail. Ils sont moins de 19% au Danemark, aux Pays-Bas ou en Norvège. La France se classe en dernière position sur la qualité de l'environnement social. Les relations sociales jouant un rôle protecteur dans un contexte de situation de travail dégradée, la barrière protectrice contre l'atteinte par les risques psychosociaux est atrophiée. Conséquence directe, entre autres, de relations sociales altérées, la France figure en dernière position du trio de tête des pays dont les travailleurs ont fait face à au moins un comportement social défavorable. Elle se classe également parmi les mauvais élèves en termes de présentéisme et de conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée. Ainsi, à peine 50% des travailleurs français ayant atteint l'âge de 56 ans ou plus pensent à avoir la possibilité de poursuivre leur activité professionnelle dans 5 ans, le plus mauvais score en Europe, ce qui s'explique par les conditions dans lesquelles ils travaillent. 23. Si l'on regarde de plus près les résultats de l'enquête sur les conditions de travail et les risques psychosociaux en France, seuls 41% des travailleurs se disent satisfaits de leurs conditions de travail. La part des insatisfaits comprend, selon la classification de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, DARES, 15% de personnes en situation d'insécurité, de travail répétitif, de tension avec leur hiérarchie et de changements imprévisibles, 17% de travailleurs empêchés qui n'éprouvent pas de fierté du travail bien fait et ressentent rarement un sentiment d'utilité de leur travail et de plaisir au travail, 19% de travailleurs invisibles qui souffrent d'un manque de reconnaissance, de soutien et d'opportunités de développer leurs compétences et sont exposés à la pénibilité, et enfin, 8% de travailleurs mécontents dont les conditions de travail sont mauvaises dans toutes les dimensions, physiques, organisationnelles et psychosociales. L'état des lieux que dépeignent ces données dresse un portrait déplorable des conditions de travail en France touchant à la fois au droit du travail et à la santé publique, les manquements observés sur le premier portant préjudice au second. Les risques psychosociaux au travail sont-ils un phénomène nouveau ? Bref rappel historique de l'évolution des conditions de travail à l'apparition des risques psychosociaux, phénomène de masse.
24. L'expression risques psychosociaux a émergé récemment. Pour autant, l'intérêt porté aux problématiques liées aux conditions de travail et exposant les travailleurs aux risques socio-organisationnels, ou encore à l'altération de leur bien-être, remonte à des temps beaucoup plus anciens. 25. Si l'on raisonne en termes de facteurs de risque, le Code d'Hammurabi, 1750 AV. JC, prévoyait déjà une rétribution plus importante aux ouvriers agricoles selon les périodes de l'année, c'est-à-dire en fonction de la charge et de l'intensité de travail. L'un des modèles d'évaluation du stress au travail, le modèle de Sigrist, est justement basé sur la balance effort-récompense. Selon sa théorie, le stress au travail survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre les efforts qu'une personne consent à fournir dans son travail et les récompenses qu'elle reçoit en retour. Derrière cette qualification de déséquilibre se cache également la notion de justice sociale qui figure parmi les facteurs de risque psychosociaux identifiés dans le rapport Golak. 26. Plus proche de notre époque, la préoccupation des conditions de travail est portée dès le début du XIXe siècle par de grands industriels éclairés qui appliquent des mesures favorables à l'amélioration du sort des ouvriers alors qu'aucune loi ne les y contraint. Parmi eux, Robert Owen, 1771 à 1858, et Daniel Legrand, 1783 à 1859, ont contribué à l'évolution des droits des travailleurs, certaines dispositions proposées influant directement sur l'exposition aux risques psychosociaux. Le premier, anglais, fut l'inventeur du slogan 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil, repris plus tard en France. Persuadé que l'amélioration des conditions de travail et du bien-être des travailleurs sont la clé de la réussite de toute entreprise, il s'appliquait à mettre en œuvre une politique de gestion stricte, surveillance, discipline, sanction de l'ivresse et de l'absentéisme, tout en veillant aux conditions physiques et morales des ouvriers, 8 heures de travail par jour, interdiction des châtiments corporels et des licenciements abusifs, éducation et restriction du temps de travail des enfants ouvriers, amélioration des habitats, etc. Owen voyait dans la concurrence entre le travail humain et la machine une cause permanente de détresse des hommes, et il défendait déjà le principe de subordination de la machine à l'homme. Malheureusement, cette exigence est toujours d'actualité 2 siècles plus tard. 27. Le second, industriel français, né en Suisse, défendait le droit au repos 1 jour par semaine, le plafonnement du temps de travail à 12 heures maximum par jour et l'amélioration du sort des enfants. Il rédigea l'appel respectueux d'un industriel de la vallée des Vosges, adressé au gouvernement de la France, de l'Angleterre, de la Prusse, des autres États de l'Allemagne et de la Suisse, dans le but de provoquer des lois particulières et une loi internationale, destinée à protéger la classe ouvrière contre le travail précoce et excessif, cause première et principale de son dépérissement physique, de son abrutissement moral et de sa privation des bénédictions de la vie de famille, dédiée au gouvernement et aux chambres industrielles. Ce long titre de son ouvrage était suivi du sous-titre « Ce grand acte de justice réparatrice se répandra comme une rosée de bénédictions sur les gouvernements qui y auront concouru. Il exercera une influence bienfaisante sur la moralité et le bien-être des peuples, et il sera la garantie la plus solide de l'ordre et de la sécurité publique. » Legrand rappelait dans cet ouvrage le sort de la classe ouvrière qu'il qualifiait de honte de notre civilisation, dans ses similitudes avec le sort réservé aux esclaves. Il se préoccupait déjà à l'époque de la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, de la charge de travail, des conséquences du travail sur la santé. 28. Legrand, comme Owen, œuvraient eux-mêmes pour de meilleures conditions de travail pour leurs ouvriers, mais ils voyaient également les limites de leur modèle philanthropique face à la concurrence déloyale exercée des patrons esclavagistes, animés par le seul souci du profit au détriment des droits de la personne. Ils militaient donc pour la création d'un ordre social international protecteur de la classe ouvrière, porté par les États en tant que garant de l'ordre public, insécable de la reconnaissance de droits aux travailleurs. Le mouvement impulsé aboutit à la création, après la Première Guerre mondiale, à la création de l'Organisation internationale du travail. 29. Si l'un comme l'autre s'intéressait à la condition physique et morale des travailleurs, le versant moral ne se confond pas tout à fait avec la notion de santé mentale, au sens contemporain du terme, mais il en était le précurseur. Cependant,
Le courant hygiéniste de la médecine au XIXe siècle a assimilé la condition morale aux comportements immoraux des travailleurs, quand ils exprimaient en fait l'exposition aux risques physiques et psychosociaux, par des conditions de travail délabrées. 30. En 1840, l'ouvrage de Villermé, l'un des pères de la médecine du travail, Tableau de l'état physique et moral des ouvriers, interrogeait l'impact des conditions de travail sur les travailleurs. Il raconte qu'il fut suivi dans sa démarche d'enquête par d'autres, magistrats, médecins, fabricants et ouvriers. Ces récits évoquent le temps de travail, la pénibilité, l'exposition à des substances, les salaires, les problèmes d'alcoolisme, les mœurs des ouvriers, la division sexuée du travail, le régime alimentaire, la misère, le travail des enfants, l'hygiène, le logement. En somme, et en termes anachroniques, une observation holistique de l'impact des conditions de travail et de vie des ouvriers sur leur santé. Cette approche rappelle celle de l'Islande ou du programme Total Worker Health aux États-Unis, évoqué plus tard dans les présents travaux. Pour l'heure, il est à noter que si le titre de son ouvrage évoque l'état moral, Villermé fait référence à la morale, dans le sens des mœurs, en portant des jugements sévères sur la vie privée des travailleurs et leurs conditions de vie, désignés comme principale source du mauvais état de leur santé. Les conditions de travail étaient également visées, mais essentiellement sous l'angle de l'hygiène dans cette enquête. Toutefois, la révolution industrielle qui mutilait les corps, épuisait et déprimait les travailleurs, interrogeait de manière plus globale sur le sort des ouvriers. 31. Si le XIXe siècle se caractérise par la prise de conscience de l'impact physique et moral des conditions de travail sur les individus, il a aussi vu émerger le développement des organisations dites scientifiques, du travail et ses méthodes de gestion et d'organisation basées sur la division excessive du travail, le travailleur étant assimilé à un assistant machine, un simple exécutant. Dévoyant les modèles d'organisation humaniste du travail fondés sur la responsabilité sociétale des entreprises et l'élévation des esprits humains, défendus par Owen et Legrand, se sont répandues des organisations aliénantes ayant une emprise totale du corps et de l'esprit de ses assujettis, au nom de la maximisation de la rentabilité. Taylorisme, fin du XIXe siècle, Fordisme, première moitié du XXe siècle, puis toyotisme à partir des années 1960, se sont succédés tout au long du XXe siècle. Simone Veil assimilait le taylorisme à un crime contre l'esprit, des travailleurs à qui étaient confiées des tâches répétitives, sans intérêt, et privant l'esprit humain de toute réflexion ou créativité qui sont l'essence même de l'homme. Le Fordisme a alors pris la relève, comme une version améliorée du taylorisme. Pour accroître la productivité, Ford instaura le travail à la chaîne et, pour lutter contre la démotivation et le désengagement total des travailleurs soumis à l'organisation scientifique du travail, selon le modèle de Taylor, Ford a instauré la rémunération à la productivité. Enfin, l'entreprise Toyota a parachevé l'organisation scientifique du travail en faisant la chasse au gaspillage et en instaurant le système de production à flux tendu, qui fit naître au début des années 1970 le Lean Management, basé sur l'amélioration continue du système de production, soit une course sans fin à la rentabilité. 32. Intensification du travail, mise en concurrence des individus, destruction des collectifs de travail, isolement des travailleurs, charge mentale excessive, sont le fruit de cette pseudo-organisation scientifique du travail qui continue encore aujourd'hui de semer la désolation dans le paysage des conditions de travail. Cependant, alors que le courant hygiéniste et la santé publique ont fait progresser les conditions sanitaires et de vie de la population globale, dont les travailleurs, le champ de vision s'est peu à peu éclairci sur l'impact psychologique des conditions de travail. Ainsi, après la santé morale, telle que décrite par les hygiénistes du XIXe et de la première moitié du XXe siècle, qui désignaient l'individu comme responsable de son état moral, les notions de santé mentale au travail et de risques socio-organisationnels ou psychosociaux ont alors émergé, à la fin du XXe siècle, pointant l'organisation du travail comme cause de dommages sanitaires physiques et psychologiques, portant atteinte à la santé publique. Les conséquences sanitaires et sociales des risques psychosociaux au travail. 33. Les atteintes à la santé liées aux risques socio-organisationnels sont innombrables et parmi les plus importantes, les troubles musculo-squelettiques, première cause de maladies professionnelles en France, les maladies cardiovasculaires et la dépression.
Les risques psychosociaux augmentent la probabilité de souffrir de l'une de ces atteintes à la santé de 50 à 100,82%. Un lien a également été établi entre le travail et la consommation de substances psychoactives licites ou illicites. La France se positionne ainsi parmi les plus gros consommateurs de médicaments psychotropes et de cannabis en Europe. Elle enregistre un taux de suicide de 16,7 pour 100 000 habitants, soit un suicide par heure et 20 fois plus de tentatives, qui la place en 12e position des pays de l'OCDE. 34. Les conséquences des risques psychosociaux pour la santé des travailleurs ne s'analysent pas seulement en impacts sanitaires physiques et mentaux. Ils ont également une répercussion sur la vie sociale et familiale des individus. Lorsqu'un travailleur ressent un mal-être ou de la souffrance au travail, il est enclin à développer certains troubles comportementaux, violences, repli sur soi, désociabilisation, addiction, intellectuelle, pensées négatives, rumination, idées morbides ou émotionnelles, irritabilité, angoisse, anxiété, tristesse, sentiment de solitude, culpabilité, qui peuvent affecter négativement sa vie privée et détruire sa vie familiale, divorce. D'ailleurs, certaines entreprises ayant connu des suicides au travail se précipitent alors pour faire le lien entre la vie personnelle du travailleur et l'acte de se donner la mort, mais dans bien des cas, l'arbre des causes montre que si la vie privée peut être effectivement dégradée, cette dégradation s'analyse comme l'une des conséquences de l'exposition à des conditions de travail néfastes pour la santé mentale. Sur ce fondement, dès lors que l'entreprise a concouru à la dégradation de l'état de santé ayant conduit au suicide, le juge la condamne sur le fondement de sa responsabilité civile en vertu de son obligation de sécurité de résultat, bien qu'abandonnée aujourd'hui par la Chambre sociale de la Cour de cassation au profit de l'obligation de sécurité et de prévention. La jurisprudence continue d'y faire référence, car il n'exige pas que les conditions de travail soient la seule cause pouvant expliquer ce geste, il suffit que le travail y ait contribué. Les conséquences économiques des risques psychosociaux au travail. 35. Une condamnation judiciaire, de surcroît en vertu de la faute inexcusable de l'employeur qui admet une réparation étendue des préjudices subis coûte cher, bien qu'il ne s'agisse pas d'une réparation intégrale contrairement au droit commun de la responsabilité, le droit du travail faisant alors figure d'exception. Cependant, l'absence de prévention pèse lourd elle aussi dans le budget des entreprises et bien plus que le prétendu coût de la prévention des risques psychosociaux. L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail donne une estimation du retour sur investissement, de la prévention des risques socio-organisationnels, de la 13. Bien peu d'activités peuvent se targuer d'une telle plus-value. Pourtant, les entreprises ne se bousculent pas pour la prévention. Près de 30 ans après la directive cadre européenne de 1989 et sa transposition en droit français en 1991, instituant le document unique des évaluation des risques professionnels, les estimations portent à 50% des établissements qui en sont réellement dotés, en comptant ceux qui en rédigent un comme seule réponse formelle à une obligation légale, mais sans réel but préventif, et ceux qui ne mentionnent pas les risques psychosociaux. 36. Ce désamour pour la prévention porte un grand étonnement au bon sens commun. Toute entreprise, et même les services publics aujourd'hui, a vocation à produire, à être rentable, faire du profit ou toute autre expression cupide. Pourtant, l'effort de réduction de la pathogénie des organisations ne semble pas proportionnel aux nombreux dommages économiques subis par l'entreprise à cause des risques psychosociaux présents en son sein. Atteinte à l'image, augmentation des accidents du travail et des maladies professionnelles, augmentation de l'absentéisme, du présentéisme, des demandes de formation, des congés maternité. Certains peuvent targuer de l'impact bénéfique sur la croissance de la population, du taux de rotation, des erreurs, baisse de la qualité, allongement des délais de production, perte de temps, détérioration des rapports sociaux, etc. Cela veut-il que tous ces dommages subis coûtent moins cher que la prévention ? En réalité, le poids du coût des risques psychosociaux repose en majorité non pas sur les organisations pathogènes, mais sur la société tout entière. L'impact économique, s'il ne nécessite pas une qualification de problématique de santé publique lorsque sa charge repose sur son auteur, exige au contraire qu'il y soit assimilé lorsque les répercussions financières sont supportées par la nation. 37. Diffus à tous les étages, fonctions,
statut, métier, etc., les mal nommés risques psychosociaux envahissent de façon tentaculaire et parfois insidieusement les organisations de travail, laissant sur leur chemin un désastreux paysage fait de champs de souffrance, de mal-être, de désinsertion professionnelle, d'incapacité, d'inaptitude, d'invalidité, de blessés, de malades et de morts du travail. Selon les économistes de la santé au travail, le coût du stress au travail pour la société s'établit à 20 milliards d'euros pour l'Europe, et entre 1,9 et 3 milliards d'euros pour la France, incluant les soins de santé concernant les 3 principales pathologies précitées, troubles musculo-squelettiques, dépression et maladies cardiovasculaires, l'absentéisme, la perte d'activité et la perte de productivité liée au décès prématuré. Selon l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, le stress au travail représente 50 à 60% des journées de travail perdues. Ces chiffres sont calculés sur la base d'estimations, mais donnent déjà un aperçu du poids des risques socio-organisationnels sur la société en considération d'un seul type de risques psychosociaux rapportés à l'ensemble de la population active française. Ces estimations ne prennent pas non plus en compte le coût des dommages collatéraux d'une mauvaise santé des travailleurs, par exemple sur les familles, proches, clients, patients, élèves, etc. 38. Les exemples de l'impact des conditions de travail et des risques psychosociaux sur la société et les travailleurs en première ligne sont innombrables. La capacité de résilience des travailleurs, le manque de reconnaissance des situations d'exposition de ceux qui souffrent malgré eux, en silence, ne cachent pas une santé au travail en perdition sur le champ de bataille des profits initiés par de mauvais stratèges, car ces profits gagnés en échange de vies perdues, détruites ou ruinées emportent des conséquences supportées de façon disproportionnée par la société tout entière, notamment à cause du système de réparation forfaitaire des atteintes à la santé reconnues. Histoire de la réparation des atteintes à la santé au travail. Des risques physiques aux risques psychosociaux. 39. Le droit civil français de la responsabilité impose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ce qui induit une réparation intégrale à la charge de l'auteur des préjudices subis par la victime. Cependant, contrairement au droit civil fondé sur l'égalité des citoyens, le droit du travail déroge au droit commun et est bien loin de protéger la partie la plus vulnérable et de réinstaurer un équilibre dans la relation employeur-travailleur. La loi de 1898 relative aux accidents du travail en a décidé autrement. Contrairement à une lecture rapide de ladite loi vue comme une loi progressiste, elle déclasse le travailleur au rang de sous-citoyen, qui n'était dès lors plus fondé à demander une réparation intégrale des dommages subis devant les tribunaux, comme n'importe quel citoyen, et doit se contenter d'une réparation forfaitaire des préjudices subis à l'occasion du travail. 40. Poussée par le lobby patronal de l'époque, la loi de 1898 apparaissait pourtant comme une avancée, car elle permettait aux travailleurs d'obtenir la reconnaissance d'un accident du travail sur le fondement de la responsabilité sans faute, c'est-à-dire sans avoir à rapporter la preuve d'un manquement fautif de l'employeur. En réalité, les patrons cherchaient à se prémunir contre le risque judiciaire. En 1848, la Cour de cassation avait en effet accepté pour la première fois le recours judiciaire de l'ouvrier en application du principe de responsabilité civile de droit commun issu des articles 1382 et 1383 anciens du Code civil. Le juge considérait que l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard de ses ouvriers était d'ordre public. Par conséquent, la qualification de délit ou quasi-délit pouvait être retenue à l'encontre du patron lorsqu'un ouvrier était victime d'un accident du travail. Toutefois, cette responsabilité pour faute excluait le fait du hasard, la force majeure ou la cause inconnue, soit la majorité des cas d'accident du travail. La charge de la preuve d'une défaillance de l'employeur reposait sur l'ouvrier, et elle pouvait être difficile à obtenir lors d'un procès civil. Cependant, à partir de 1890, le juge pénal a accepté de juger l'employeur en sanctionnant ses manquements, qu'il s'agisse de maladresse, d'imprudence, de négligence ou d'inobservation des règlements, entrant dans la qualification d'homicide ou de blessure, même par machine interposée. La possibilité de s'adresser au juge pénal offrait à l'ouvrier une chance supplémentaire d'obtenir réparation des préjudices subis, car le ministère public pouvait enquêter sur les lieux de travail et les circonstances de l'accident,
et pouvait ainsi plus facilement obtenir la preuve d'une défaillance de l'employeur. Dès lors, le parquet, les compagnies d'assurance et les ouvriers ont commencé à poursuivre les patrons devant les juridictions pénales. 41. La loi de 1898 a ainsi mis un coup d'arrêt aux poursuites, certes en échange d'une présomption d'imputabilité et par conséquent, de la dispense de la preuve, mais elle marque une occasion manquée pour la vocation première du droit, celle de protéger les plus vulnérables en instaurant un rapport d'égalité entre les citoyens. De surcroît, en dépossédant le travailleur de son droit à indemnisation intégrale que commençaient à reconnaître le juge civil et le juge pénal, le législateur a offert aux entreprises, par l'instauration du régime de réparation forfaitaire des accidents du travail, un droit à dégradation de la santé en échange d'un devoir de réparation, laissant de côté l'incitation à la prévention que pouvait constituer la réparation intégrale des préjudices subis et le risque pénal qui était dès lors plus encouru par les employeurs sauf faute inexcusable ou infraction technique au Code du travail. 42. L'adoption de la loi de 1898, dont l'esprit est poursuivi encore aujourd'hui par l'ordonnance de 1945 sur la sécurité sociale, s'annonçait comme un régime protecteur pour les travailleurs. Il se traduit finalement par un régime de protection des employeurs qui, grâce à ce système, ne supportent pas la charge financière réelle des dommages infligés à leurs employés. Est-ce à dire qu'ils ne sont pas les seuls responsables des maux du travail ? Dans ce cas, ceux qui partagent le poids du coût des dommages à leur santé sont d'abord les travailleurs eux-mêmes, puis les finances publiques. Or, ni les uns ni les autres ne peuvent être désignés ni comme source principale des dysfonctionnements organisationnels de l'entreprise, ni comme titulaires des obligations relatives à la prévention de la santé publique, ces dernières étant en premier lieu du ressort de l'État. Cependant, où se situe alors la responsabilité de l'employeur, débiteur d'une obligation de sécurité et de prévention de la santé au travail, par rapport à celle de l'État débiteur d'une obligation de prévention de la santé publique du travail ? 43. Les juges administratifs et judiciaires ont eu l'occasion de répondre à ces questions, plus d'un siècle après la loi de 1898, à l'occasion du scandale sanitaire de l'exposition des travailleurs à l'amiante. L'affaire de l'amiante a conduit, d'abord à une résurgence de la réparation étendue des préjudices subis, au prisme de la faute inexcusable de l'employeur, reconnue par la Cour de cassation en 2002, puis, à la reconnaissance par le juge administratif, des manquements fautifs de l'État à protéger la santé des travailleurs. Dans sa décision de 2004, le Conseil d'État affirme, par une déclaration de principe, que si l'employeur est tenu de protéger la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informés des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle. À cet égard, il appartient à ces autorités d'arrêter en l'état des connaissances scientifiques les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers. Il existe donc une responsabilité partagée par l'État et les employeurs dans les dommages survenant à l'occasion du travail. 44. En matière de risques psychosociaux, la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles a par la suite été accordée aux travailleurs victimes, de même que la réparation étendue des préjudices subis, sur le fondement de la responsabilité de l'employeur. Cependant, pour l'heure, aucune décision judiciaire ne condamne l'État en raison de l'atteinte à la santé publique que représentent les risques psychosociaux. La faute inexcusable de l'employeur a, par exemple, été retenue pour une dépression nerveuse ou pour le suicide d'un salarié. L'État répond-il pour autant à ces obligations posées par la décision du Conseil d'État, dans l'affaire de l'amiante, relative à la prévention des risques professionnels, en incluant les risques psychosociaux dans une vision globale de la santé au travail ? Respecte-t-il ses engagements internationaux et nationaux en matière de protection de la santé ? La constatation de l'état actuel des conditions de travail en France et de la prévalence des risques psychosociaux dans les organisations force à répondre par la négative, d'autant plus en comparaison des dispositifs de sécurité sanitaire qui ont été apportés en réponse à d'autres types de menaces à la santé publique. De surcroît, il est plus probable que si l'État n'a pas encore été condamné en raison des risques psychosociaux qu'il laisse proliférer, il pourrait très probablement l'être dans un futur proche.
Dans une affaire comme celle des suicides de France Télécom, n'y a-t-il pas à rechercher la responsabilité de l'État dans la cession de la direction d'une entreprise publique à une entreprise privée, ayant conduit à des dérives managériales prévisibles visant à éliminer les effectifs de fonctionnaires? L'émergence de la sécurité sanitaire, la santé au travail délaissée. 45. L'État n'est pas resté inactif en matière de santé au travail, et le paysage institutionnel foisonne d'acteurs dans l'organisation de la prévention des risques professionnels en France. À l'instar d'autres problématiques de santé publique, la prise de conscience de l'État, de son obligation d'user de ses prérogatives de puissance publique pour protéger la santé de sa population, s'est révélée au travers de catastrophes sanitaires qui ont fait émerger la réponse étatique face aux menaces sanitaires. La sécurité sanitaire s'est alors peu à peu imposée comme mode de protection de la santé publique, à travers la création d'institutions spécialisées pour chaque grande problématique de santé publique. En 1991, l'affaire du sang contaminé, avec la contamination par le sida de centaines de patients transfusés, a conduit à la création de l'Agence française du sang. En 1992, le scandale de l'hormone de croissance, prélevée sur des cadavres et par laquelle des dizaines d'enfants ont été traités, les exposant ensuite au risque de développer une maladie mortelle, a abouti à étoffer les ressources de sécurité sanitaire par la création de l'Agence du médicament en 1993 en charge de la pharmacovigilance, puis de l'Établissement français des greffes en 1994 en charge de la biovigilance. En 1998, la crise de la vache folle a fait naître l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. La même année a été créé l'Institut national de veille sanitaire, puis en 2001 l'Agence française de sécurité de l'environnement, sur la base du principe de précaution, qui s'est peu à peu imposé en matière de sécurité sanitaire environnementale. Enfin, en 2005, le travail est devenu une préoccupation de sécurité sanitaire après le scandale de l'amiante. Le travail n'a toutefois pas fait l'objet d'une agence sanitaire dédiée. Parent pauvre de la santé publique, la sécurité sanitaire du travail a été rattachée à celle de l'environnement. 46. Malgré la prolifération des institutions et acteurs agissant, directement ou indirectement, pour la protection de la santé au travail, inspection du travail, médecine du travail, les services de prévention de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, CNAMTS, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANS, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, ANACT, employeurs, salariés, instance interne à L', entreprise en charge de la santé et des conditions de travail, etc. Au total, plus d'une trentaine d'institutions et acteurs, dont le rôle et les missions seront examinés et interrogés plus tard dans les présents travaux. Le travail poursuivit son œuvre de destruction de la santé publique et de la santé physique, mentale et sociale des travailleurs, qu'ils soient issus du secteur privé ou de la fonction publique. 47. Parmi les entités précitées en charge de la santé au travail, certaines d'entre elles, et parmi les plus importantes, relèvent d'une gestion paritaire sous la tutelle de l'État, c'est-à-dire dont la gouvernance est assurée par un collège de représentants d'employeurs et de représentants des salariés par le biais de leurs syndicats. Par comparaison, et pour donner une idée plus précise de ce que signifie cette cogestion, elle reviendrait à laisser la gestion des risques sanitaires liés aux médicaments entre les mains d'un consortium intégrant, à parts égales, des représentants de l'industrie pharmaceutique et des associations de patients, ou la gestion des risques sanitaires liés à l'alimentation à un collège paritaire de représentants de l'industrie agroalimentaire et des associations de consommateurs, certes sous le contrôle étatique. Toutefois, dans ces exemples, et bien d'autres, l'État n'a pas choisi ce modèle. Le paritarisme implique théoriquement le dialogue social, mais se traduit dans les faits par des négociations. Or, si la santé du patient ou du consommateur ne se négocie pas, pourquoi celle du travailleur le serait-elle ? L'État se décharge en réalité de sa responsabilité envers les travailleurs et la santé publique, en déléguant, in fine, aux employeurs la gestion des risques pour la santé publique du travail. Il se contente essentiellement de produire de la connaissance scientifique, mais n'a pas construit, à l'instar d'autres grandes problématiques de santé publique, de dispositifs de vigilance et sécurité sanitaire approfondis pour le travail, comprenant des missions de production des connaissances, d'évaluation,
de gestion, de contrôle, de veille, de recueil des signalements, de sanctions, de mesures conservatoires, etc. 48. L'émergence des risques psychosociaux au travail réquestionne la position de l'État dans la gestion des risques sanitaires du travail. Face à l'affaiblissement du droit interne, la résurgence de l'appel aux règles de droit international, conformément au principe de la hiérarchie des normes, réaffirme les droits de la personne au travail. Le droit de l'Union européenne exige que tout travailleur ait droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. Les conventions internationales imposent également un droit à des conditions décentes et saines pour la santé physique, mentale et sociale, respectueuses des droits humains fondamentaux inaliénables, imprescriptibles et universels. Tributaires à la fois des règles juridiques régissant les droits sociaux et la santé publique, issues des traités internationaux, des conventions européennes et du droit national, l'État offre une protection insuffisante contre les risques psychosociaux, élevés au rang de problématiques de santé publique, alors qu'il lui revient de prendre les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers, ordonne le Conseil d'État. L'émiettement institutionnel, dont souffre l'Organisation de la prévention de la santé au travail, construite pour répondre à des problématiques de risque et de santé physique, laisse sur la touche les travailleurs exposés aux risques socio-organisationnels. Malgré les connaissances scientifiques sur le sujet, l'atteinte à la dignité ou à la santé mentale est moins visible qu'un dommage à la santé physique ou plus dissimulable derrière des considérations fallacieuses. 49. Dès lors, au regard de ses engagements internationaux, européens et nationaux, et des obligations qui lui incombent, comment l'État français peut-il, dans le pays des droits de l'homme, selon l'expression consacrée, protéger plus efficacement et assurer l'effectivité du droit fondamental à la santé de l'ensemble des travailleurs ? 50. Le développement de la protection de la santé publique, par les principes de vigilance et de sécurité sanitaire, s'est dirigé vers la création d'agences en charge d'une problématique spécifique. La santé au travail ayant été rattachée à une agence déjà existante, et responsable d'une autre discipline, on peut se demander si l'absence d'institutions spécialisées dans la sécurité sanitaire du travail, rassemblant toutes les prérogatives de sécurité et vigilance sanitaire, aujourd'hui disséminées et incomplètes, n'a pas empêché celle-ci d'exprimer tout son potentiel et son déploiement en matière de prévention des risques psychosociaux. De plus, l'élévation des risques socio-organisationnels au rang de problématiques de santé publique a permis de rapprocher les droits dévolus à l'individu lorsqu'il est patient des droits de l'individu lorsqu'il est travailleur. La désignation d'une personne de confiance ou l'accès aux données, détenues par l'employeur concernant l'exposition aux risques psychosociaux, constituent des exemples qui seront étudiés. L'idée de développer une vigilance sanitaire spécifique à la santé au travail, intitulée la sociovigilance, constitue une piste examinée dans les présents travaux, mais elle n'est pas la seule. 51. Notre champ d'étude portant sur les risques psychosociaux, qui appelle à notre sens, à la fois, à des mesures de type vigilance sanitaire et à des mesures favorisant le respect des droits fondamentaux au travail, a poussé nos recherches, en premier lieu, sur des éléments de droit comparés, en Europe, aux États-Unis et au Québec, pour comprendre comment les autres pays protègent les travailleurs contre les risques socio-organisationnels. En réalisant un panorama international des modes de protection des travailleurs contre les risques psychosociaux, originaux par rapport aux pratiques françaises, ont ainsi été identifiées les mesures les plus favorables, à notre sens, à la prévention des atteintes à la santé mentale. Les pays d'Amérique du Nord, désignés péjorativement comme l'Eldorado du libéralisme, sans foi ni loi, vers lequel se dirigent aujourd'hui les pays européens, notamment avec les nouvelles formes de travail issues de la transformation du travail par le numérique, peuvent pourtant être une source d'inspiration pour un futur modèle français, notamment en ce qui concerne le traitement des situations de harcèlement moral au Québec ou renforcement traduisible par pouvoir de contrainte, et les dommages punitifs, dont les montants colossaux ont un caractère dissuasif, aux États-Unis. Alors que certains militent, en France, pour cesser d'effrayer les employeurs avec le droit, la loi et sa sanction, force est de constater qu'ils ont œuvré dans l'histoire du droit de la santé au travail, pour redonner un peu d'équilibre à la balance employeur-travailleur et imposer l'adoption de mesures protectrices de l'intégrité physique et mentale des individus.
La sanction dissuasive fonde l'incitation à la prévention, et certains pays courageux n'hésitent à s'en servir. 52. En second lieu, notre étude s'est tournée vers les moyens de protection des droits fondamentaux en France et notamment ceux qui sont gérés par des autorités indépendantes, cette forme institutionnelle étant jugée finalement la plus appropriée, au regard des enjeux posés par les risques psychosociaux, mais également au regard des échecs de la sécurité sanitaire et des crises sanitaires régulières malgré les tentatives d'amélioration du système par des réformes successives, régies par des agences étatiques dont aucune n'est indépendante. 53. Si la sociovigilance apparaît être le préalable à toute action de prévention de la santé publique du travail, notre recherche s'est heurtée aux limites des vigilances sanitaires, dans un domaine qui fait appel à un autre droit que celui de la santé publique, le droit du travail. De plus, l'affront que peuvent constituer les risques psychosociaux au travail à la dignité de l'être humain pousse à considérer la santé au travail également du point de vue de la protection des droits fondamentaux au travail, dont le droit fondamental à la santé, plus que du seul point de vue de la santé publique. Notre hypothèse s'est confirmée lors de l'étude des missions, compétences et pouvoirs des autorités indépendantes en charge de la protection d'un droit fondamental, tels que le défenseur des droits en charge du droit fondamental à l'égalité des citoyens, ou la Commission nationale informatique et liberté en charge de la protection du droit fondamental à la vie privée. 54. Notre recherche suit la progression de cette réflexion. Autorité en charge de la sociovigilance, puis autorité de santé au travail, pour finir par défenseur du droit à la santé et à la dignité au travail, l'institution inédite proposée réunit des prérogatives de santé publique et des pouvoirs tirés des droits fondamentaux reconnus par le droit du travail. Compétente à l'égard de l'ensemble des travailleurs, salariés, fonctionnaires, mais également travailleurs prétendument indépendants, elle nous semble être une réponse à la hauteur des enjeux posés par les formes actuelles, nouvelles formes et transformations à venir du travail, pour protéger les travailleurs contre les risques psychosociaux au travail et faire le choix de la prévention. Notre étude écarte de ce fait les aspects relatifs à la réparation qui relèvent d'un champ séparé, n'entrant pas dans les prérogatives de l'autorité inédite, eu égard au risque d'être à la fois juge et partie. 55. Après avoir exploré les fondements du droit à la santé mentale au travail, partie 1, au prisme des obligations, à la charge à la fois de l'État et des employeurs, posées par le droit international, européen et français, en matière de prévention des risques psychosociaux des travailleurs sans discrimination de leur statut, l'étude se poursuit par les éléments essentiels de la construction de la sociovigilance, dans le cadre de l'émergence d'une vigilance sanitaire appliquée à la santé au travail, partie 2, considérée sous l'angle des ', une gestion assurée par une autorité indépendante, qui écarte ainsi les tractations partisanes et privilégie l'intérêt public, le respect des droits fondamentaux de la personne au travail et la protection contre les risques socio-organisationnels, aux intérêts personnels des entreprises. Première partie, les fondements du droit à la santé mentale au travail. 56. La gestion des risques psychosociaux se fonde juridiquement sur un droit à la protection de la santé au travail, reconnu à tout individu. Droit international, droit européen et droit français s'allient pour faire naître un droit protecteur de la personne au travail. Les principes fondamentaux posés par la communauté internationale, représentés par les instances de l'Organisation des Nations Unies, aux lois françaises qui transposent en droit interne les directives européennes en matière de santé et de sécurité au travail, chaque corps agit selon ses prérogatives pour faire prévaloir l'être humain sur toute autre considération, notamment économique ou politique. L'association de chacun des acteurs selon son rôle, ses moyens, ses compétences, ses obligations, concourt à améliorer le sort des individus au travail par des actions propres plus ou moins contraignantes. La convergence vers une même vision de ce que doit être la place de la dignité et de la sauvegarde de l'intégrité de l'être humain offre une visibilité sur la volonté de construire une société fondée sur la justice sociale. L'engagement de chaque strate permet de développer une culture de la prévention des risques professionnels universels, afin qu'elle s'intègre complètement aux habitudes de gestion des lieux de travail à travers le monde. L'unicité et la constance du discours
montre l'attachement aux valeurs fondamentales prônées pour le respect de la dignité et de l'intégrité des travailleurs. 57. Le paysage juridique français, législation et jurisprudence, reflète une partie de ces engagements internationaux, mais est encore loin d'y satisfaire complètement au vu des enquêtes épidémiologiques ou statistiques sur les conditions de travail ou les maladies ou accidents professionnels qui démontrent le caractère pathogène croissant du travail. 58. D'un point de vue purement sémantique, la notion de travailleur en droit français est plus restreinte qu'en droit européen ou international. Alors que dans notre droit, la notion de travailleur désigne en premier lieu les salariés, les fonctionnaires étant initialement écartés des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail. Les droits européens et internationaux entendent désigner par ce terme toute personne qui travaille, que ce soit sous la subordination d'un chef d'entreprise ou des contraintes économiques. Les mutations économiques et sociales de ces dernières décennies ont en effet fait apparaître de nouvelles formes de travail. L'emploi subordonné classique est accompagné de nouvelles formes de contrats, laissant place à la subordination économique. Forme déguisée du contrat de travail liant un employeur à un travailleur, le recours à cette pratique vise à échapper aux responsabilités juridiques de l'un vis-à-vis de l'autre en ayant recours à des contrats de type prestation de service, en lieu et place d'un contrat de travail classique. 59. Pour échapper à cette facétie, la notion de travailleur englobera ici tous les travailleurs, qu'ils soient sous le lien de subordination classique ou économique, tels que les travailleurs indépendants, freelance, auto-entrepreneurs, professions libérales, artisans, agriculteurs, etc., les employeurs, les salariés, les fonctionnaires, les travailleurs à domicile, sous-traitants, etc. 60. En France, si des mesures ont été mises en place pour certains types de travailleurs, elles ne se soucient pas de l'ensemble des individus en exercice, créant une situation de discrimination envers une certaine partie de la population active. Cette interprétation de ces engagements internationaux pour la protection de la santé de ces travailleurs ne semble pas correspondre à la vision des plus hautes instances, ni de l'ONU, ni de l'Union européenne, mais les actions de ces dernières ne sont pas similaires à celles qui doivent être menées par les États pour faire appliquer les textes. 61. L'échelon chargé de la mise en œuvre concrète des préceptes communs fait face à des difficultés autrement plus compliquées à gérer. Il s'agit d'avoir une action directe vis-à-vis de la population active, des entreprises, des services même de l'État. 62. La première partie de cette étude présente les fondements juridiques aussi bien textuels que judiciaires du droit à la santé mentale, protecteur contre les risques psychosociaux. Au vu des convergences et disparités entre les différentes normes hiérarchiques, régissant le droit de la santé et de la sécurité au travail, est présenté d'abord le droit à la santé mentale au travail en droit international et dans le droit de l'Union européenne, titre I, puis les dispositions juridiques relatives à la protection contre les risques psychosociaux en droit français, titre II. Titre Ier. Le droit à la santé mentale au travail en droit international et en droit de l'Union européenne. 63. Le droit à la santé mentale en droit international et en droit européen se caractérise par une volonté de poser les principes à minima que chaque nation a la charge de faire respecter sur son territoire, libre à elle d'apporter de meilleures garanties à la sauvegarde de la santé des travailleurs. Ils ont un rôle essentiel en ce qu'ils sont la base même du droit de la santé et de la sécurité au travail. En effet, une grande partie de la législation française en la matière est issue de normes qui lui sont hiérarchiquement supérieures. 64. Certains textes européens trouvent à s'appliquer directement en droit interne ou par le biais des transpositions, et ont une force juridique certaine devant les tribunaux français, car les institutions juridictionnelles européennes veillent à leur application. Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme peut condamner les États pour leurs manquements en la matière. Par contre, les sources internationales émanant d'institutions comme l'Organisation des Nations Unies ou l'Organisation internationale du travail, et définissant les droits fondamentaux de l'être humain au travail, n'ont pas de garantie qu'elles soient appliquées en droit interne, car aucune sanction n'y est rattachée. En dehors de la Cour pénale internationale, compétente en matière de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité,
il n'existe pas d'instance internationale pour contraindre les États à respecter leurs engagements relatifs aux droits fondamentaux de l'être humain. Cependant, la législation internationale n'est pas pour autant dénuée de force juridique contraignante. En gagnant peu à peu les tribunaux français, le recours aux principes fondamentaux de la personne, dans les bases légales des arrêts rendus par les plus hautes instances juridictionnelles françaises, montre la place croissante de l'application des engagements internationaux en droit français de la santé et de la sécurité au travail. 65. De façon schématique, les normes issues du droit international créent des obligations, d'abord à la charge des États alors que le droit de l'Union européenne engage les États et sont créateurs d'obligations et de droits dont peuvent se prévaloir les citoyens européens. La distinction n'est en réalité pas si hermétique. Droit international et droit européen contribuent, l'un et l'autre, à renforcer l'obligation de prévention des risques psychosociaux au travail. De ce fait, le premier chapitre est consacré au fondement du droit à la protection de la santé mentale au travail au regard des normes internationales, chapitre 1, et le second, au fondement du droit européen à la protection de la santé mentale au travail, chapitre 2. Chapitre 1er. Les fondements du droit à la protection de la santé mentale au travail au regard des normes internationales. 66. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La définition de la santé, inchangée depuis 1946, donnée par l'Organisation mondiale de la santé, donne le ton sur l'étendue de la notion de santé qui inclut le bien-être de l'être humain. La santé va au-delà de l'état de maladie physique ou mentale, médicalement reconnu. Elle s'inscrit aussi dans la satisfaction de l'individu, sur le plan des conditions de vie. 67. Les conditions de travail sont un élément inhérent au bien-être de la personne. De nombreuses études démontrent, à ce sujet, l'impact négatif des risques psychosociaux au travail sur la santé de l'individu et sa vie privée. La conciliation vie professionnelle, vie privée est d'ailleurs un problème récurrent alors que les frontières entre les deux s'amenuisent, notamment à cause de l'usage incontrôlé des technologies de l'information et de la communication. 68. Le travail est, de plusieurs manières, susceptible de porter atteinte à la santé globale de ces sujets. Or, pour la communauté internationale, toute atteinte à l'intégrité sanitaire de l'individu doit être combattue. L'OMS précise que les États doivent créer des conditions permettant à chacun de jouir du meilleur état de santé possible, c'est-à-dire veiller à la santé et à la sécurité au travail. 69. La mise en œuvre des normes internationales protectrices de la santé des individus dans les dispositifs du droit français doit donc être effective pour garantir le respect de ces engagements internationaux par la France. Or, les risques psychosociaux interpellent et mettent en péril l'exercice de plusieurs droits issus de textes dont la France a été signataire, tels que le droit à la dignité au travail, le droit à des conditions de travail décentes, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à la vie privée et familiale, etc. L'ensemble de ces droits constitue un socle fondamental de droits inhérents à tout être humain. 70. Dans les traités internationaux, la santé au travail est élevée au rang de droit de l'homme, section 1, et cette proclamation n'a pas qu'un effet déclaratif. Le développement de cette notion dans les dispositifs juridiques de protection et le recours des juridictions à ce principe lui confèrent une force contraignante certaine, section 2. Section I. La santé au travail, un droit de l'homme reconnu par la communauté internationale. 71. Définition des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont constitués d'un ensemble de droits fondamentaux inaliénables et inhérents à toute personne en raison de son appartenance à l'espèce humaine. Nul besoin de texte ou d'une autorité pour accorder ces droits, sinon pour les identifier, car ils sont d'office reconnus à l'homme. Ils nécessitent toutefois d'être reconnus en tant que tels par la communauté internationale, pour tenter de les faire respecter à travers le monde, la mondialisation économique s'accompagnant d'une nécessaire mondialisation des droits. 72. Cette idée de suprématie de certains droits dits fondamentaux découle de la théorie du droit naturel, selon laquelle il existe des droits provenant de la nature même de l'homme, que lui-même ne peut modifier.
Ainsi en va-t-il, par analogie, des lois de la physique. Le droit naturel s'oppose donc au droit positif qui est constitué de l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans un temps et sur un territoire donné. Les droits liés à la nature humaine, attribués par essence à l'homme, sont considérés comme antérieurs à toute construction étatique ou sociale et supérieurs à toute forme d'organisation collective comme l'État. Par conséquent, les lois de la République, celles créées par l'homme, reflet du droit positif, doivent alors se conformer au droit naturel de l'être humain dont le premier est le droit à la vie, le droit à la santé émanant directement de ce droit. Ce qui pourrait être défini comme une obligation morale de reconnaître ces droits de l'homme, constitue, selon la lettre même du préambule de la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU, le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Dès lors, les droits de l'homme deviennent une obligation pour tous les États. 73. Pour protéger ces droits innés, la communauté internationale leur a attribué des caractéristiques propres. L'inaliénabilité, l'universalité et l'unité comptent parmi les déterminants indispensables des droits fondamentaux. 74. L'inaliénabilité des droits fondamentaux. Ce caractère constitutif des droits de l'homme leur confère une force supplémentaire qui protège l'individu des atteintes à ses droits par des tiers, mais aussi par lui-même. Le destinataire de ces droits ne peut lui-même les céder au profit de quiconque, fût-il l'État. Ils s'imposent à ce dernier. Que ce soit par le pouvoir législatif ou par le pouvoir réglementaire, l'État ne peut y porter atteinte même si l'individu y consent. L'autonomie de la volonté ne s'applique pas face au caractère fondamental de certains droits. Ainsi en va-t-il par exemple, du principe d'inaliénabilité et d'indisponibilité du corps humain, selon lequel nul ne peut vendre ou conférer une valeur patrimoniale à son corps ou à l'un de ses éléments. Ce principe trouve pourtant à s'atténuer en droit du travail puisqu'il s'agit de céder une force de travail, qui ne peut émaner que d'un corps, travail intellectuel compris puisque la pensée n'est pas dissociable du corps qui lui permet d'exister. 75. La nécessité de travailler dans le modèle social actuel étant actée, le droit du travail fait office d'exception au principe d'inaliénabilité du corps humain. Il est cependant entouré d'autres principes fondamentaux, qui jouent le rôle de garde-fou. Le principe d'inaliénabilité est suppléé par l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité physique ou mentale, ou à la dignité de l'individu au travail, qui découle des droits fondamentaux au travail affirmés par l'Organisation internationale du travail. 76. L'inaliénabilité des droits fondamentaux, certes impose à l'État une abstention de porter atteinte, mais il suppose aussi une action de sa part pour les protéger. Lorsqu'il délègue son pouvoir régalien d'écrire la lettre de la loi aux partenaires sociaux, les pouvoirs législatifs, exécutifs et finalement judiciaires doivent avoir le souci de garantir aux travailleurs la constance des droits qui leur sont reconnus en tant qu'êtres humains par la communauté internationale. 77. L'universalité des droits de l'homme. Les droits fondamentaux sont universels en ce qu'ils sont reconnus à tout être humain, de tout peuple et en tout lieu, même s'il semble que la violation de ces droits est beaucoup plus universelle que leur reconnaissance. Le fait que les États reconnaissent des violations des droits de l'homme dans le comportement de leurs homologues, acte de l'existence des droits de l'homme et leur reconnaissance par ces derniers. 78. La question de l'universalité s'est posée au prisme des différences culturelles, idéologiques ou philosophiques entre les peuples. Existe-t-il des règles unanimement approuvées par tous les êtres humains ? Si l'on répond à cette question par l'approche naturaliste, les droits de l'homme sont intrinsèquement liés à ce dernier. Ils priment sur le caractère culturel, idéologique ou philosophique et forment les grands principes de l'humanité. Ils ont donc vocation à s'appliquer sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 79. À l'inverse, selon une autre approche, le concept de droit de l'homme serait une invention de l'Europe moderne qui souhaite par cette notion imposer sa philosophie au reste du monde sans tenir compte des particularités des peuples. En effet, certaines régions du monde n'ont pas la même conception sur les droits à accorder aux individus et s'opposent sur leur hiérarchie entre droits individuels et droits collectifs. Toutefois, même si les points de vue divergent, plusieurs régions du monde ont adopté leur propre déclaration des droits de l'homme.
Ainsi, malgré les différences entre les peuples, l'attachement aux droits fondamentaux de l'être humain subsiste. 80. Ces différences peuvent apparaître au sein d'une même approche, puisque ces droits sont amenés à évoluer au fur et à mesure de l'évolution de la société. En effet, l'universalité des droits de l'homme n'exclut pas la possibilité de les faire évoluer en reconnaissant de nouveaux droits comme étant essentiels à la dignité humaine. Plusieurs vagues de droits ont donc été promues, dans ce que l'on appelle les différentes générations de droits de l'homme. Classiquement, les droits dits de première génération regroupent les droits civils et politiques, les droits de deuxième génération, les droits économiques, sociaux et culturels, et les droits de troisième génération, les droits collectifs tels que les droits des générations futures à un environnement sain, le droit au développement et à la protection ou encore le droit à la libre détermination des peuples. 81. Le droit à la santé physique et mentale des travailleurs s'inscrit dans chacune de ces générations. Tout d'abord, il s'insère dans le droit civil qui donne des garanties minimales concernant l'intégrité physique et mentale des individus, par exemple, le droit de ne pas être tué ou torturé, l'égalité, la liberté, le droit d'expression. Ces derniers points peuvent être source de risques psychosociaux pour l'individu lorsqu'ils ne sont pas respectés. Ensuite, le droit à la santé physique et mentale s'intègre dans les droits sociaux, dits de deuxième génération, en ce qu'ils sont créateurs de droits pour les travailleurs. Certains concernent directement ou indirectement la protection contre les risques psychosociaux. Enfin, au regard des dommages à la société causés par les risques sociaux organisationnels, les droits dits de troisième génération appellent à prendre des mesures favorables à la collectivité, à la santé publique et par là même, à lutter contre les risques psychosociaux au travail. 82. Droits fondamentaux et génération des droits de l'homme. Les droits fondamentaux sont découverts au fur et à mesure de l'avancée des préoccupations touchant directement, et en premier lieu à la personne humaine. La communauté internationale a identifié successivement plusieurs lots de droits inhérents à l'homme, communément appelés « générations de droits de l'homme ». Les droits fondamentaux désignent toutes les générations de droits de l'homme. Ils ont été réunis et proclamés dans la Charte des droits de l'homme qui comprend la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international de New York du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de la même date. 83. Les droits fondamentaux ont vocation à s'adapter au fur et à mesure de l'évolution de la société, avec toujours pour fil directeur le respect de l'être humain et de sa dignité comme principe inhérent à la construction sociale collective. Les droits reconnus à l'individu seul ou à un ensemble d'individus, droits collectifs, et les droits reconnus, en premier lieu ou postérieurement, ne préjugent pas d'une certaine hiérarchie des uns par rapport aux autres. Tous les droits de l'homme présentent en effet un caractère d'unité et d'universalité indispensable et sont indissociables, interdépendants et intimement liés. De plus, les droits civils et politiques d'une part et les droits économiques, culturels et sociaux d'autre part, bien que n'ayant pas fait l'objet d'un texte unique, ont été adoptés le même jour. Cette dichotomie s'explique par la nécessité de faire adopter des mesures consensuelles, avec la signature de la majorité des pays. Or, si les droits civils et politiques, qui font suite aux tragédies de la Seconde Guerre mondiale, n'ont pas trouvé de fortes oppositions, les droits de deuxième génération ont subi plus de réticence de la part de certains pays. Ainsi, la France, pays des droits de l'homme, n'a ratifié les deux pactes qu'en 1981. 84. Les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux s'inscrivent dans la volonté d'affirmer des principes ayant vocation à garantir la justice et la paix dans le monde, en octroyant aux individus des conditions d'existence décentes. Ils érigent la santé au travail en principe fondamental reconnu dans la Charte de l'ONU. 1. Une autre organisation confirme ce principe. La protection du droit fondamental à la santé mentale au travail par l'Organisation internationale du travail. 2. Est également une source importante en la matière. 1. La santé au travail, un principe fondamental dans la Charte des droits de l'homme des Nations Unies. 85. La Charte des droits de l'homme des Nations Unies comprend plusieurs textes dont la Déclaration universelle des droits de l'homme
et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Chacun de ces textes exprime des droits à la protection de la santé qui, combinés, forment un socle solide contre les atteintes à la dignité et à l'intégrité physique et mentale des individus. 86. La Déclaration universelle des droits de l'homme a fait l'objet de plus de 418 traductions dans toutes les langues et dialectes du monde. Il est important que les droits fondamentaux soient connus et reconnus par toute la communauté internationale. En effet, la mondialisation croissante de l'économie, la disparition économique des frontières, donne lieu à des dérives telles que l'exploitation sociale définie par Marc Rigaud comme l'ensemble de faits, de comportements et d'attitudes, imputables à une personne physique ou morale, consistant à vouloir tirer illégitimement profit de la dépendance économique d'autrui pour elle obligée à travailler dans des circonstances et sous des conditions de travail et pécuniaires humainement dégradantes, et en tout cas contraires au respect des droits garantissant la dignité humaine. 87. L'exploitation sociale se solde en perte de nombreuses vies humaines. Les activités économiques sont délocalisées dans les pays où la législation sur la santé au travail est moins contraignante et donc plus dangereuse pour les individus. Il est donc nécessaire de former un socle minimum de droits applicables à tous les êtres humains, afin que les pays les plus démunis ne soient pas exploités par des multinationales ne se souciant guère des aspects sanitaires liés à leurs activités économiques. 88. Tout comme la gravité et le degré d'exploitation se mesurent au niveau de développement et de la prospérité économique ambiant, le niveau de développement des droits de l'homme peut se mesurer sur le niveau de développement économique des pays. Tous ne sont pas égaux en matière de droits de l'homme. L'état de très grande pauvreté de certains pays rend totalement irréaliste le respect de certains droits. On peut alors parler d'un relativisme économique et social. Les droits de l'homme trouveraient alors à s'appliquer d'abord dans les pays où la situation économique le permet. 89. Cette lecture n'est toutefois pas celle de l'ONU, pour qui la reconnaissance des droits fondamentaux à tous les peuples est la condition sine qua non du développement et de la lutte contre la pauvreté. Elle est donc venue préciser, à la suite de la DUDH, dans le traité international de 1966, les droits économiques et sociaux reconnus à tous et permettant le développement des droits de l'homme, car l'un ne va pas sans l'autre. 90. Le droit à la santé au travail s'appuie sur la notion de dignité de la personne humaine proclamée dans la DUDH, comme élément inhérent aux droits fondamentaux qui trouvent à s'appliquer au travail. A. Le PIDESC vient préciser, comme son nom l'indique, les droits économiques et sociaux dont l'étude nous intéresse particulièrement ici. B. À la dignité dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et le droit de la santé au travail. 91. La Déclaration universelle de 1948 érige la notion de dignité en concept princeps 1. À l'origine de l'ensemble des droits fondamentaux énoncés dans le texte. Cette notion intéresse de différentes manières le droit à la santé au travail. La traduction de la dignité dans les droits fondamentaux applicables au travail, 2. Permet d'identifier les correspondances entre la dignité et le droit fondamental à la santé au travail. 1. La notion de dignité, un concept princeps. 92. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine sont les premiers mots du préambule de la DUDH. La dignité est la première notion à laquelle il est fait référence dans le texte. Elle constitue le fondement de la DUDH. Si la notion de dignité n'est pas définie dans le texte, ce dernier en donne toutefois les éléments constitutifs. Tous les droits reconnus à la personne dans la déclaration font partie de la dignité de l'homme. Elle énonce les droits minimums qui doivent être concédés à chaque individu en raison de sa qualité d'être humain, et de la valeur qui doit lui être donnée par ses pairs. 93. Toute atteinte aux droits reconnus dans la DUDH est une atteinte à la dignité de l'homme. Les droits fondamentaux tirent donc directement leur justification de la notion de dignité reconnue à tous les êtres humains. La dignité est alors le principe fondateur du droit, un principe matriciel, c'est-à-dire un principe majeur qui engendre d'autres principes dits dérivés.
Leur caractère dérivé indique leur nécessaire conformité au principe matriciel puisque ce dernier constitue leur essence. 94. Un paradoxe intervient toutefois. La dignité constitue le socle matriciel des droits fondamentaux, mais elle ne trouve à se matérialiser qu'à travers eux. Ils sont interdépendants, et le droit à la dignité trouve sa consistance juridique dans ces principes dérivés qui peuvent se démultiplier pour s'adapter aux évolutions de la société. 95. L'imprécision de la notion a l'avantage de ne pas restreindre le champ des atteintes à la dignité. Le droit doit pouvoir répondre aux évolutions de la société. Ainsi, une notion aussi fondamentale que la dignité ne peut être enserrée dans une définition trop étroite sous peine de voir les évolutions technologiques, par exemple, prendre le pas sur les intérêts de l'homme. 96. Cette notion, parfois critiquée, a permis de protéger l'espèce humaine contre les dérives en matière de biomédecine, eugénisme, clonage humain. L'atteinte à la dignité a été le moteur de la protection du génome, du corps humain et de ses éléments pendant la vie et après la mort. La dignité est un rempart contre l'exploitation de l'homme par l'homme. Comme l'explique bien le professeur Bertrand Mathieu, la stratégie, consciente ou inconsciente qui vise à relativiser ou à affaiblir la portée du principe de dignité, permet d'éroder le seul obstacle qui se dresse face à l'instrumentalisation de l'homme par l'homme. L'économie a aujourd'hui besoin du matériau humain comme elle avait hier, besoin de la force de travail de l'homme. L'individu n'est aujourd'hui pas plus protégé par le seul principe du consentement que le travailleur ne l'était, par le seul principe de la liberté contractuelle. En matière de santé comme en droit du travail, il est nécessaire de protéger l'individu de l'atteinte à sa dignité par l'utilisation de sa personne comme un produit ou un moyen de production dénué de valeur humaine. 2. Traduction de la dignité dans les droits fondamentaux applicables au travail. 97. Dignité et protection de la personne humaine. La dignité s'exprime dans un certain nombre d'articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui trouve à s'appliquer en santé au travail en commençant par le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté. Le droit à la santé en général, et au travail en particulier, émane du droit à la vie qui ne s'arrête pas au temps du travail. Excepté dans les cas où l'activité de travail est dangereuse par nature, aucun individu ne doit travailler au péril de sa vie. Même dans les activités où le danger est inhérent, les activités connexes se doivent d'être sûres pour les travailleurs. 98. La sûreté peut être définie comme le sentiment de vivre en sécurité. Le dictionnaire Larousse en donne la définition suivante : état de quelqu'un ou de quelque chose qui est à l'abri n'a rien à craindre. Elle est la condition d'exercice de la liberté reconnue à chaque individu, car ce dernier ne peut revendiquer ses droits-libertés que s'il a l'assurance qu'il ne subira aucune mesure de représailles. 99. L'État a la charge non seulement de garantir ses droits en empêchant des tiers d'entraver les droits d'autrui, mais aussi en s'abstenant d'y porter atteinte de par ses propres actions. La notion de sûreté a été introduite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en premier lieu, pour protéger les individus contre les dérives étatiques telles que les arrestations ou détentions arbitraires qui portent atteinte aux libertés fondamentales des individus. À l'époque de la promulgation de la DUDH, la sûreté visait en particulier les abus commis par les agents de l'État dans l'exercice de leurs fonctions. En ce sens strict, l'atteinte au droit fondamental qu'est le droit à la protection de la santé dans l'exercice de ses fonctions devrait être mieux protégée dans le secteur public que dans le secteur privé. 100. Il relève de la responsabilité des États de préserver les droits fondamentaux des individus. Le recours à la force publique est donc rendu possible pour faire respecter les lois protégeant les droits de l'homme. 101. L'article 3 de la DUDH entendait protéger les individus contre les dérives étatiques du pouvoir. Or, aujourd'hui, l'activité économique ayant pris le pas sur la politique et l'État-providence, les atteintes à l'intégrité des individus proviennent aussi des entreprises, atteintes que l'État souverain et l'État employeur ont la charge d'éradiquer. Ces atteintes peuvent se traduire par la soumission des individus à des traitements inhumains ou dégradants, totalement prohibés par la DUDH y compris en milieu de travail. 102.
L'entreprise doit en effet se soumettre aux lois de la République et respecter le socle du droit positif qu'est la dignité des individus, en leur octroyant, au temps et lieu de travail, les droits dont ils disposent en tant que citoyens. La DUDH précise que seule la loi peut apporter une limitation dans l'exercice des droits et libertés de l'individu, cette limitation ne pouvant intervenir que dans le but d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de répondre aux exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. De ce fait, les activités humaines et plus particulièrement les risques professionnels ne sont pas acceptables dès lors qu'ils entravent l'exercice au droit à la sécurité et à la sûreté du travailleur citoyen. Concernant les conditions de travail, la DUDH va plus loin que la simple prohibition des atteintes à la personne. Dans son article 23, elle évoque le droit des individus à des conditions de travail équitables et satisfaisantes. 103. Des conditions de travail équitables et satisfaisantes, une nécessité dans la reconnaissance de la dignité de la personne. Le droit au travail, à des conditions de travail équitables et satisfaisantes, à une rémunération assurant à l'individu et à sa famille une existence conforme à la dignité humaine degré, est une préoccupation majeure de la communauté internationale au moment de la rédaction de la DUDH. La reconnaissance et la pleine effectivité de ces droits ont vocation à assurer à la communauté internationale une stabilité et une paix sociale durable. 104. La reconnaissance de la dignité passe nécessairement par les conditions de travail qui reflètent la considération due à la personne humaine sans discrimination aucune. Lorsque des distinctions sont opérées entre les personnes de façon discriminante, il s'agit d'une atteinte à la dignité. La DUDH reconnaît à tout être humain le droit de retrouver l'expression de sa dignité au cours de l'exercice de son activité professionnelle, par des conditions de travail équitables et satisfaisantes, c'est-à-dire qui lui permettent le libre et plein développement de sa personnalité. 105. Le texte précise que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels doivent permettre à chacun un niveau de vie suffisant pour accéder à la santé, au bien-être, à l'épanouissement et au développement personnel pour lui-même et sa famille. Cet article pose les bases de ce qu'est en droit d'attendre tout individu de la société au sein de laquelle il prospère. Le droit au et du travail ne doit pas porter atteinte au droit à la santé. Une certaine hiérarchie s'instaure alors entre les droits accordés. L'un ne doit pas empiéter sur l'autre lorsqu'il s'agit d'une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de la personne, la plupart des droits ayant pour premier objectif la préservation de la vie. Les droits économiques et sociaux vont dès 1966 être l'objet d'un traité international entré en vigueur en 1976. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui établit un lien direct entre le droit à la santé et le droit à la santé au travail. B. Le droit à la protection de la santé mentale au travail dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 106. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et son faux jumeau, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tous deux adoptés en 1976, sont deux instruments sur lesquels s'appuie la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ensemble, ils forment la Charte universelle des droits de l'homme. Reprenant la définition donnée en 1946 par l'Organisation mondiale de la santé, le PIDESC affirme dans son article 12 que « Les États parties au pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. » Dans le même temps, ce texte proclame l'amélioration de tous les aspects de l'hygiène industrielle. La continuité dans la Déclaration des droits par les différentes institutions internationales assure un discours clair et sans ambiguïté sur les exigences posées par leur texte, à caractère normatif, même si l'application des règles de droit international peut différer selon les avancées sociétales. 107. Les dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels s'étendent du droit à la santé, base de la protection de la santé au travail, 1. À l'exigence de conditions de travail protectrices de la santé de tous les travailleurs, 2. 1. Du droit à la santé, base de la protection de la santé au travail. 108. Le PIDESC s'inscrit dans la continuité des travaux de l'Organisation mondiale de la santé.
Les dispositions relatives à la santé au travail dans le PIDESC s'entendent donc dans leur acception la plus large, telle que définie par l'OMS. La Constitution de l'OMS énonce dans son préambule que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain. La santé n'est pas négociable car les droits de l'homme ne le sont pas, y compris en droit français dans lequel il existe des dispositions protégeant l'intégrité de la personne humaine contre les atteintes par des tiers à son corps, mais aussi par elle-même dans le cas où elle consentirait à l'atteinte à son intégrité. Au cours d'une activité professionnelle exercée sous la subordination de l'employeur, celui-ci peut porter atteinte au corps physique et au corps moral du travailleur que ce soit par le biais de risques physiques ou psychosociaux, les uns ayant nécessairement un impact sur les autres et vice-versa. 109. L'OMS met à la charge des États des résultats à atteindre en matière de santé. Les Nations Unies considèrent en effet que le droit à la santé devrait être appliqué de manière systématique et cohérente, au niveau tant national qu'international, dans tous les processus décisionnels pertinents. La Déclaration de Vienne de 1993 abonde en ce sens et définit dans son programme d'action les moyens à mettre en œuvre pour aider les États ayant des difficultés à faire appliquer le respect des droits de l'homme. En effet, le PIDESC met aussi à la charge des États, selon leur organisation et leurs moyens, le devoir d'assurer la protection et la mise en œuvre effective des droits proclamés, mais l'ONU tient compte du niveau de développement des pays dans l'évaluation de leur implication et leur possibilité à faire respecter les droits fondamentaux des individus. Il est donc fait une distinction entre les pays n'ayant pas la possibilité de mettre en place les mesures qui permettraient le respect total des droits de l'homme au regard de leur situation économique, sociale ou politique, et les pays qui volontairement, y compris par abstention, ne le font pas. 110. Les Nations Unies tiennent compte des difficultés, mais n'abandonnent pas pour autant cet idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. L'organisation met, en effet, à la disposition des pays un certain nombre d'outils fournis par des agences gérées par les Nations Unies, telles que l'Organisation mondiale de la santé ou l'Organisation internationale du travail qui apportent une assistance aux pays pour avancer vers l'idéal commun du respect et du bien-être des individus en tout lieu et en toutes circonstances. Des conférences onusiennes régulières telles que la conférence de Vienne permettent d'adopter de nouveaux textes renforçant les mécanismes de protection des droits de l'homme. 111. A contrario, alors que les pays en développement peuvent prioriser leurs actions et moyens quant à l'atteinte des objectifs du PIDESC, les pays riches signataires du traité n'ont pas la possibilité d'apprécier dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques, sociaux et culturels. Ils doivent faire respecter les droits fondamentaux de l'être humain, dont le droit à la santé physique et mentale reconnu par l'article 12 du PIDESC. 2. Aux conditions de travail protectrices de la santé de tout travailleur. 112. Reprenant la définition de l'OMS, l'article 12A1 du PIDESC rappelle le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. L'alinéa suivant, 12A2, détermine quelques points précis, mais non exhaustifs, sur lesquels porte ce droit à la santé et parmi lesquels figure l'hygiène industrielle, ce que l'on appelle communément aujourd'hui la santé-sécurité au travail. 113. Les activités économiques et sociales peuvent librement s'exercer dans le respect des droits fondamentaux des êtres humains, qu'ils y contribuent directement par le travail ou indirectement en tant que clients ou consommateurs ou encore riverains de ces activités. La lettre même du traité prévoit que aucune disposition du présent pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans le présent pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues dans le dit pacte. Aucune exception au profit de quiconque n'est admise quant à la prohibition des atteintes aux droits fondamentaux. L'État employeur et les employeurs de droit privé ainsi que les travailleurs ont obligation de respecter le droit fondamental à la santé. 114. En plus du droit à la santé physique et mentale dans le cadre des activités économiques et sociales, le PIDESC reconnaît aussi le droit à tous les travailleurs à des conditions de travail justes et favorables qui assurent la sécurité et la santé au travail. 115.
Le traité définit clairement ce qu'il considère comme étant des conditions de travail justes et équitables. La première condition est celle d'un salaire suffisant et équitable qui permette aux travailleurs de vivre une existence décente avec leur famille. La deuxième impose que les conditions de travail soient respectueuses de la santé et de la sécurité des individus. La troisième relève de non-discrimination en lien avec la promotion professionnelle. Et enfin, la dernière concerne la durée raisonnable du travail, les congés et les loisirs qui laissent transparaître le souci dans le présent pacte, du bien-être global de la personne humaine dans les activités par lesquelles elle participe à la société en se mettant à la disposition d'un employeur. 116. La justice sociale est un élément déterminant dans les conventions de l'ONU. Elle est le socle d'une paix durable, car elle permet à chaque individu de vivre une existence digne. L'ONU fournit des instruments aux États afin que ces traités et conventions ne restent pas lettre morte. En matière de santé, l'Organisation mondiale de la santé dirige et coordonne l'action sanitaire mondiale. En matière de travail, l'Organisation internationale du travail a pour vocation de promouvoir la justice sociale et les droits internationalement reconnus de la personne humaine et du travail, de fixer des normes et de fournir une aide technique aux pays. 117. Dans l'exercice de ces missions, l'OIT contribue à la promotion et à la protection de la santé au travail par l'adoption de conventions et de déclarations. La protection du droit fondamental à la santé mentale au travail, par l'Organisation internationale du travail. 118. L'Organisation internationale du travail dispose d'une structure tripartite inédite. États, employeurs et travailleurs collaborent à la mise en place de normes internationales ayant vocation à protéger les hommes et les femmes de conditions de travail indignes, toute atteinte à la santé des travailleurs étant qualifiée d'atteinte à la dignité de la personne. Créée en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, par une prise de conscience collective de l'importance des conditions d'existence et donc des conditions d'exercice d'une activité professionnelle permettant une existence digne, dans la préservation de la paix sociale, les actions de loi sont tournées avant tout vers la prise en compte de l'être humain au travail. 119. Le préambule de la Constitution de loi exige un travail réellement humain, basé sur la justice sociale. 3 grands textes, constituant les énoncés de principes reconnus par cette autorité, rappellent les valeurs de l'organisation. La Déclaration de Philadelphie de 1944 annexée à la Constitution de loi, la Déclaration de loi relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998 et la Déclaration de loi sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008. 120. La justice sociale, le respect de la dignité de l'être humain incluant les conditions d'existence, conditions sociales, de vie, de travail, et la primauté de la personne sur les considérations économiques sont les principales lignes directrices de l'action de l'organisation. Ces préoccupations récurrentes sont, au moins sur le papier, unanimes. La Déclaration de Philadelphie a en effet été adoptée à l'unanimité des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs. Ces principes directeurs ont par la suite été repris dans la Déclaration de 2008. Le travail n'est pas une marchandise. Les valeurs fondamentales de liberté, de dignité de la personne, de justice sociale, de sécurité et de non-discrimination sont essentielles pour un développement et une efficacité durable en matière économique et sociale. Et les conditions de travail doivent préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Cette déclaration, une première de cette nature à l'époque, représente l'acte fondateur de droits reconnus comme universels. Pourtant, ils sont aujourd'hui remis en cause par la doctrine ultralibérale dans un monde globalisé. Il n'en reste pas moins que la société ne peut s'affranchir de ces principes, au risque d'entraver la paix sociale. 121. Partant de ces principes déclaratifs, l'OIT accompagne leur développement et fédère son action autour de 2 éléments de base œuvrant la protection des droits fondamentaux de l'être humain au travail. Un seuil de protection minimale des travailleurs et une standardisation des normes au niveau mondial qu'elle prône par le biais de conventions. 122. L'OIT recense 188 conventions, dont 127 ont été ratifiées par la France à ce jour, ainsi que 2 protocoles, dont 2 nous intéressent particulièrement. Il s'agit de la Convention numéro 155 sur la sécurité et la santé au travail,
et de la Convention numéro 187 concernant le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail. La première pose une obligation de prévention à l'égard des employeurs. A et la seconde se veut une étape supplémentaire dans la promotion de conditions de travail sûres et salubres conformément au respect de la dignité humaine. B. À la Convention numéro 155, seuil minimal de la prévention des risques professionnels posé par loi. 123. La Convention sur la santé et la sécurité de 1981, entrée en vigueur en 1983, mais non encore ratifiée par la France, s'applique à tous les travailleurs, s'entendant comme toute personne employée y compris dans la fonction publique, précise l'article 3, et à toutes les branches d'activités économiques, article 1. Bien que non opposable à la France, du fait de l'absence de ratification, l'étude des plus hauts standards attendus par la communauté internationale permet de préciser le contenu des obligations à la charge des États et des entreprises ainsi que les droits et devoirs des travailleurs. 124. La partie 4 de la Convention numéro 155 situe les actions à mettre en œuvre au niveau de l'entreprise, 1. Et apporte une protection particulière aux travailleurs en situation de danger, 2. 1. Obligation à la charge des employeurs et participation des travailleurs. 125. Prévenir les risques et protéger la santé. L'attention de l'employeur pour la protection de la santé de ses subordonnés doit porter sur tous les aspects du milieu de travail. Le lieu, les machines et équipements et les procédés de travail. Ces derniers relèvent de l'organisation du travail, qui doit donc être elle-même exempte de risques sanitaires. La dimension psychosociale est ici incluse dans les obligations posées par le texte qui rappelle que le terme « santé » ne vise pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, mais inclut également les éléments physiques et mentaux affectant la santé liés directement à la sécurité et à l'hygiène du travail, tels que le stress, reconnu par loi comme présentant un risque lié au travail pour la santé mentale des individus. L'ensemble de ces éléments conjugués exige une prévention totale des risques physiques et socio-organisationnels afin de préserver les travailleurs des maux du travail. Cette approche se retrouve en droit français, qui impose une obligation de sécurité de résultat et de prévention dans la gestion des risques pour la santé physique et mentale des individus. 126. L'obligation de prévention des risques professionnels vise les risques d'accident ou d'effets préjudiciables à la santé, ce qui permet d'inclure les risques émergents, bien qu'à l'origine la lettre du texte se focalise sur les risques physiques. Par ailleurs, une prévention particulière doit être assurée par l'employeur en matière de coactivité. Les entreprises exerçant leurs activités sur un même lieu doivent alors collaborer pour appliquer les dispositions de la présente convention. En France, des plans de prévention sont élaborés en la matière afin de lutter contre le surcroît de risques que peut engendrer une coactivité. 127. Participation des travailleurs. Afin de parvenir aux objectifs fixés, la Convention numéro 155 prévoit la participation des travailleurs dans la lutte contre les atteintes à la santé au travail. L'article 19A impose une pleine et entière coopération des différents acteurs de l'entreprise. Employeurs, travailleurs, représentants du personnel ou syndicaux doivent s'associer à la prévention des risques professionnels. Les travailleurs, en particulier, doivent aider l'employeur à respecter les dispositions prévues dans la présente convention. 128. Pouvoir des travailleurs en matière de SST. La convention leur octroie le droit d'examiner directement, ou indirectement par le biais de leurs représentants, tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail. Le texte leur offre le droit de s'investir dans les questions qui touchent à la santé au sein de l'entreprise, mais il s'agit également d'un devoir car la Convention exige qu'ils soient acteurs de la santé et de la sécurité au travail. 129. Formation et information des travailleurs. Pour que chaque individu puisse œuvrer à préserver son intégrité et celle des personnes impactées par son activité, et être un véritable acteur de la santé au travail, formation et information doivent lui être délivrées. La prise de conscience par chacun des dangers que peut comporter son travail induit une responsabilisation vis-à-vis de ses propres agissements, qui peut aussi aller jusqu'à la responsabilité juridique civile et pénale des atteintes à la personne, comme c'est le cas en France. 130. Dans le texte de la Convention,
les obligations de l'employeur semblent délimitées par une formulation quelque peu permissive. Dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, le chef d'entreprise doit appliquer les mesures de protection prévues. Le texte donne une marge de manœuvre à l'employeur, mais uniquement dans la mesure où il ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux de ses subordonnés. La latitude offerte par le texte est donc, en somme, fictive dans la mesure où un risque qui se produit porte atteinte à l'être humain qui le subit. De plus, aujourd'hui, avec les innombrables mesures de prévention existantes pour les différentes situations à risque, une infime partie de professions comporte des risques inhérents à l'activité et même pour celles-ci, les risques acceptables ne le sont que dans des conditions très strictes pour permettre d'atténuer et non pas de supprimer la responsabilité de l'employeur. 131. La culture de prévention insufflée par le texte prévoit une prudence particulière à l'égard des travailleurs en situation de péril grave et imminent pour leur vie ou leur santé. 2. Protection des travailleurs en situation de péril imminent et grave. 132. Par une disposition spécifique aux situations de danger grave et imminent, la Convention numéro 155 met en balance le pouvoir de direction de l'employeur et les droits dont il dispose sur ses subordonnés et le droit à la vie et à la santé de ces derniers. Le texte spécifie clairement que le chef d'entreprise doit respecter le droit fondamental à la vie et ne peut imposer à quiconque de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé. 133. La protection accordée aux travailleurs dans cette situation admet l'erreur d'appréciation de sa part et prohibe les sanctions ou les mesures de représailles à l'égard de l'individu qui se retire de son activité de travail, car elle lui laisse à penser qu'elle présente un péril imminent et grave. Le droit de retrait est ainsi pleinement reconnu aux travailleurs par loi et doit, par conséquent, être protégé par les États signataires de la Convention. 134. Bien que non signataire, la France dispose d'une législation qui applique les principes reconnus aux travailleurs en situation de danger grave et imminent par cette convention, mais elle a ratifié en 2014 une autre convention de loi protectrice de la santé au travail, la Convention numéro 187. B. La Convention numéro 187. Promotion des conditions de travail sûres par une autorité spécifique. 135. Lors de l'adoption de nouveaux textes, loi rappelle toujours en préambule les textes préexistants sur lesquels elle se base. Pour la présente convention, elle cite la Convention numéro 155 qui entre alors d'office dans les obligations de l'État en vertu d'un traité international, dès lors qu'un pays ratifie la Convention numéro 187, ce qui est le cas de la France. Cette dernière demande en effet au gouvernement de mettre en place un système et des programmes nationaux de protection de la santé au travail, en tenant compte des principes énoncés dans les instruments de loi. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.